Ouf, on peut commencer, il est 15h05 avec donc 4 petites minutes de retard sur l'horaire prévu. Je vous propose de tout de suite passer au sommaire, mais vous allez voir qu'il est extrêmement simple de ce webinaire, qui est le suivant, c'est de vous restituer les résultats du baromètre, du premier baromètre sur l'expérience collaborateur, et puis après d'avoir une session de questions-réponses. Comme nous sommes peu nombreux pour ce webinaire, on l'a annoncé assez tardivement, et c'est très bien, on va pouvoir plus facilement échanger, donc n'hésitez pas à utiliser, pas pour des problèmes techniques ou pas uniquement pour des problèmes techniques, à utiliser la boîte de chat pour poser des questions sur les résultats, pour faire vos retours d'expérience, vos commentaires, poser vos questions. On est là, et bien évidemment, pour échanger et pas uniquement pour vous restituer ces résultats du baromètre sur l'expérience collaborateur fait par Parlons RH. Là, justement, je vais vous parler de l'agence en 2 petites minutes ou 3. Alors, d'une part, moi, je suis Thomas Chardin, je dirige l'agence Parlons RH que j'ai fondée en 2012. Parlons RH, c'est bien sûr un média que vous connaissez, je l'espère. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller voir son blog. On a presque une parution par jour. On a fait 1,5 million de pages vues en 2017 et on continue notre développement. Et donc, merci à vous tous qui nous lisez et commentez nos articles régulièrement, nos articles, nos webinaires, nos livres blancs et l'enquête que nous vous restituons. Donc, Parlons RH, c'est un média, c'est aussi et surtout une communauté de professionnels RH avec plus de 100 000 abonnés à nos fils sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et LinkedIn. Mais nous sommes aussi présents sur Viadeo, Google+, et Facebook. Sur Facebook, n'hésitez pas, il y a un petit peu. Chaque réseau social a ses contenus particuliers. Nous générons par mois, mais c'est vous, grâce à vous, plus de 3 millions d'impressions sur Twitter et plus de 3000 interactions. Et tout ça exclusivement en organique. Nous n'achetons pas, évidemment, ni nos abonnés, ni des interactions. Donc, c'est sans promotion publicitaire. Donc, Parlons RH est un média, c'est une communauté, et c'est vous qui faites Parlons RH, cette communauté-là. Mais c'est surtout une agence qui accompagne l'ensemble des acteurs RH, c'est-à-dire les DRH et les professionnels de la fonction RH, mais aussi tous leurs partenaires, l'écosystème de prestataires, les organismes de formation, les cabinets de recrutement, les cabinets de chasse de tête, les cabinets de conseil en RH, les éditeurs de solutions, les startups RH, les médias RH, les associations RH, tous les acteurs de la fonction RH, nous les accompagnons dans des problématiques marketing. Nous sommes du conseil en marketing. Pour les DRH, nous sommes évidemment du conseil en marque employeur, en e-réputation, en communication. Nous avons une grande activité, une activité importante en termes d'éditorialisation, de production de contenu. On écrit, on fait des livres blancs, des études. Une grande activité également sur la partie community management. Beaucoup de clients nous confient un certain nombre nous confient leur présence digitale sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, LinkedIn ou sur les autres réseaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc on fait une grosse expertise en social media et puis également une expertise en web marketing. Donc on est une agence de marketing éditorial et digital dédiée à l'écosystème RH. Nous avons plus de 70 clients, 50 clients en référence, nous sommes 13 collaborateurs en CDI à temps plein et nous avons une grosse demi-douzaine, 7 partenaires stratégiques, un peu plus, qui vont de l'AMDRH à RMS Touch, en passant par la maison du management et d'autres acteurs que vous retrouvez sur le site. Voilà pour Parlons RH. Et donc dans ce cadre-là, dans le cadre de ces activités-là, de socialisation et médiatisation finalement, dédiées aux acteurs RH, nous avons produit cette enquête sur l'expérience collaborateur, qui est une enquête qui a été effectuée en ligne du 24 octobre au 30 novembre 2017, donc fin 2017, et nous avons eu 1016 répondants. Alors déjà, ce chiffre est intéressant. Avant de rentrer dans les autres chiffres, le nombre de répondants est déjà un élément important, me semble-t-il, de l'intérêt que la profession accorde au sujet. 1016 ont plus de 1000 répondants en B2B RH, témoignent déjà d'un intérêt fort sur la thématique. Je voudrais évacuer tout de suite le fait qu'il y ait un biais statistique, qui est le fait que Parlons RH sollicite sa communauté sur l'expérience collaborateur. Donc ce n'est pas l'exhaustivité de la fonction RH, et il y a un biais, c'est que ceux qui répondent, ce sont ceux qui nous connaissent, et donc s'ils nous connaissent et qu'ils nous suivent, c'est peut-être qu'ils ont déjà une appétence à l'expérience collaborateur ou une certaine thématique marketing. Donc oui, il y a un biais comme dans toute enquête. D'ailleurs,
le biais, on le retrouve aussi dans la nature des répondants, mais ça nous semblait intéressant d'adresser tout le marché pour voir s'il y avait des différences. Grosso modo, il y a 2/3 des répondants qui sont des professionnels RH en entreprise, des professionnels de la fonction RH. Un grand quart, 28%, qui sont des prestataires RH. Et puis 10%, enfin 11% pour être précis, vous l'avez sous les yeux, qui sont des professeurs dans le domaine académique ou des salariés d'entreprises qui ne sont pas de la fonction RH ou chez des prestataires RH. Je précise que tous les résultats que je vais vous présenter, et d'autres d'ailleurs, et plus complémentaires, sont dans cet ouvrage-là et que vous pourrez télécharger à la fin de la présentation. Vous avez l'ensemble des résultats qui vous sont alors, un petit peu plus détaillés, puis également décrits, commentés et mis en perspective. Voilà les échantillons, donc 2/3 de professionnels RH en entreprise. Alors, comment est-ce qu'ils se répartissent en termes de taille d'entreprise et de secteur d'activité? On est assez bien écuit répartis sur les différents segments d'activité. Je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran, ma petite main. Vous avez un quart sur les entreprises de 11 à 250 salariés, un quart également sur 250 à 1000 salariés. Merci Anita de me répondre. 22% sur 1000 à 5000 et 22% plus de 5000. Voilà, on couvre tous les segments de marché et que 6% sur les moins 11. Et donc, comme je dis qu'on couvre tous les segments de marché, vous voyez qu'on n'est pas représentatif du tissu économique français, puisque 99,8% des entreprises de France ont moins de 250 salariés. Les 44% qu'on couvre ici, ça représente 0,2% des entreprises. On est en revanche, nous semble-t-il, représentatif de la fonction RH, de sa présence dans les entreprises, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on couvre bien tous les segments de marché en termes de taille d'entreprise, en termes de nombre de collaborateurs. Deuxième axe qui est la partie sectorielle, est-ce qu'on couvre tous les métiers? Vous voyez, la réponse est oui. Alors, on est peut-être moins présent dans l'industrie et la construction, le BTP, que dans les activités tertiaires, mais on couvre là aussi l'ensemble des secteurs. On peut partir du principe qu'avec plus de 1000 répondants, 2/3 dans la fonction RH, également des professionnels de ce marché-là, des éditeurs, des startups, comme je les évoquais tout à l'heure, des cabinets de recrutement. Voilà, on est représentatif et donc je vous propose tout de suite de passer aux résultats après vous avoir brossé la méthodologie et l'échantillon. Est-ce que vous avez des questions? L'idée, c'est que je suis vraiment là pour essayer d'y répondre. Je ne prétends pas du tout avoir réponse à tout, bien au contraire. Mais n'hésitez pas à poser des questions, tant sur l'étude que sur d'autres sujets. Peut-être que vos questions viendront un petit peu par la suite en fonction de la nature des résultats. Vos questions ou vos commentaires, bien évidemment. Alors, première question, est-ce que vous connaissez, vous, l'expérience collaborateur? Alors, quand on répond à une enquête collaborateur, on serait tenté de répondre oui, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est presque la faiblesse du « je ne connais pas du tout » qui est de 3%. 97% du marché, c'est autre chose, et notamment 69% qui connaissent bien ou très très bien l'expérience collaborateur. Bref, l'expérience collaborateur est une pratique, une tendance, un concept qui est connu par les répondants de notre enquête. Et dans des proportions qui nous semblent largement supérieures à celles qu'on envisageait. Donc bien sûr qu'on s'attendait à une réponse, on va dire, plutôt positive, en majoritairement, mais 69% nous semblent particulièrement notables. Il est à noter également qu'il n'y a pas de différence ni sectorielle, ni par taille d'entreprise dans ces réponses-là, sinon je vous les mentionnerai. Alors, oui, vous avez raison, Sandra, est-ce qu'ils connaissent en théorie ou en pratique? Et je vais répondre à cette question, en tout cas au travers de l'enquête, et puis après je vous donnerai mon point de vue. Pour l'instant, si je me limite à la question, et comme dans toute enquête, c'est les professionnels RH, vous nous dites que vous connaissez à 69% bien ou très très bien l'expérience collaborateur. Voilà ce qui nous dit l'enquête. Donc une grande majorité connaissent l'expérience collaborateur. C'est ce qu'ils disent. Après, on va voir la notion justement pratique ou pas. Il n'y a pas une confusion entre l'engagement et l'expérience collaborateur. Là, la question me semble assez explicite. Quel est votre degré de connaissance de l'expérience collaborateur?
la question est clairement posée. Le thème aussi du baromètre est également très clair, puisque cette notion d'expérience collaborateur revient dans chacune des questions. Elle n'est pas forcément mention, même je pense jamais dans l'étude, le vocable engagement n'apparaît. Donc je ne pense pas qu'il y ait confusion. Après, on peut interpréter un certain nombre de résultats et essayer de l'expliquer. Là, la réponse me semble assez tranchée. Et vous allez voir que les résultats sont assez intéressants justement dans leur caractère sans nuance. Je vous propose de poursuivre. Alors, autre sujet, autre question, est-ce que, à vos yeux, l'expérience collaborateur est un sujet à la mode, stratégique, tendance de fond? Alors là, la question, c'était vraiment celle-là. Hein, à vos yeux, l'expérience collaborateur est plutôt une tendance de fond, un concept à la mode ou ne sais pas? 80%, une tendance de fond. Alors, là encore, on s'attendait à une réponse positive sur la tendance de fond, mais 80%. Donc, il n'y a pas d'espèce d'ambiguïté sur ce que considère le marché. Je ne suis pas en train d'occulter le fait qu'il y a un gros 10% qui pense que c'est plutôt un concept à la mode, mais si on regarde l'élément principal du résultat, c'est 80% pensent que c'est une tendance de fond. L'expérience collaborateur est une pratique, ou en tout cas est une notion connue et qui est une tendance de fond. On a voulu confirmer cette notion de tendance de fond par un certain nombre de questions. C'est est-ce que vous pensez que c'est stratégique, important, utile ou inutile? Donc pour vous, la démarche d'amélioration de l'expérience collaborateur, qu'est-ce qu'elle est? Et donc à 93%, elle est stratégique et importante, et vous voyez que stratégique est loin devant. Donc on n'est vraiment pas dans l'écume des choses, dans l'aspect superficiel, l'effet de mode, quelque chose qui va se dégonfler, en tout cas ce que nous disent les collaborateurs, les professionnels des ressources humaines au sens large. C'est une démarche stratégique ou importante, qui est une tendance de fond. On a confirmé quand même par une autre question, pour s'assurer qu'on était bien en ligne, en posant un certain nombre de questions sur les objectifs principaux de l'expérience collaborateur. Parce que ça fait du bien de dire que c'est stratégique, mais derrière, peut-être que les objectifs à atteindre sont de moindre importance. Mais vous voyez qu'à 66%, qui est le premier résultat, l'expérience collaborateur consiste à améliorer la performance globale de l'organisation. Donc c'est le premier résultat, donc on est bien dans une pratique, une tendance, un concept, une démarche, désolé de tous ces synonymes, enfin ces mots assez proches, qui engage la performance de long terme de l'organisation et qui permet de l'améliorer. Après, on a l'amélioration de la qualité de vie au travail, et vous voyez que ça descend à chaque fois d'une marche assez homogène, jusqu'à ça permet de réduire le turnover. Alors, je ne sais pas si je crois. Je suis en train de regarder le chat, mais j'ai toujours un problème d'accès aux questions. Cordon et l'importance. L'étude ne valide pas en amont. Ah, très bonne question, Anita. L'étude ne valide pas en amont ce qu'est l'expérience collaborateur, la définition pour les répondants. Si on commence, vous avez parfaitement raison, c'est un choix qu'on a fait, qui est de dire on veut mesurer ce que pensent les professionnels RH de leur propre compréhension du sujet. Et si on leur donnait une définition et qu'après on leur posait la question de s'ils connaissaient la démarche, évidemment, ça aurait été un peu problématique. L'inverse l'aurait été tout autant, c'est de dire est-ce que vous connaissez l'expérience collaborateur, et après de leur proposer une définition. Parce que ce serait d'une certaine manière dire est-ce que vous la connaissez, et puis la bonne démarche aurait été de dire et quelle est la définition, votre définition, et après la confronter à une définition, mais quelle définition? La nôtre? Quelle est la définition scientifique de l'expérience collaborateur? Moi, ce que je vous propose, c'est de dire que l'expérience collaborateur, ça porte bien son nom, c'est l'expérience, c'est-à-dire c'est le vécu, c'est la perception, c'est la manière dont appréhende un collaborateur. Un collaborateur, ce n'est pas forcément un salarié, c'est quelqu'un qui collabore, donc ce n'est pas forcément un lien de subordination, ça peut être un lien social dans une perspective professionnelle. Donc ça représente l'ensemble du vécu, des interactions qu'a un collaborateur dans un cadre professionnel, donc avec l'entreprise, c'est l'ensemble des interactions de son parcours professionnel,
l'ensemble de ses moments de collaboration, la manière dont il vit son travail, de son embauche et même avant, puisqu'on parle de collaborateur et pas de salarié, donc un candidat a une expérience, et jusqu'à son départ, et même après, puisqu'on parle bien de collaboration, et donc on embrasse assez large. C'est notre définition, vous la retrouverez là-dedans, un peu développée. On n'a pas du tout la prétention d'avoir la vérité vraie sur cette thématique-là, qui est une thématique, on va le voir, qui est en plein développement, en plein balbutiement, ce que traduit d'ailleurs notre enquête. C'est une démarche connue, c'est une tendance de fond, un sujet stratégique. Mais à qui est-ce donc, si j'arrive à reprendre la main, voilà, à qui est-ce donc de porter ce sujet? À 91%, à qui doit porter la responsabilité, la légitimité de porter la responsabilité qui est le plus légitime, pardon, pour porter la responsabilité de l'expérience collaborateur. 15%, les DRH. Alors, vous allez me dire, ceux qui répondent sont les DRH. Donc oui, ils se sentent en responsabilité. Mais vous voyez que la question, elle est très claire. Elle n'est pas, on ne parle pas de co-responsabilité ou qui pourrait avoir un intérêt. Non. À qui est-ce de porter la responsabilité de ce sujet? Les DRH. 3% la direction communication, la direction commerciale, la direction marketing, les DSI, très peu. Les DRH répondent majoritairement les DRH. Il faut savoir que les prestataires RH sont un petit peu moins optimistes, mais à quelques pourcentages près, que les DRH eux-mêmes. Pourquoi? Parce que probablement, ils se voient un petit peu plus dans la réponse autre, eux-mêmes, à avoir une contribution dans la responsabilité de l'expérience collaborateur. C'est un sujet stratégique qui doit être porté par les DRH. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels des ressources humaines. En tout cas, c'est ce que démontre de façon limpide notre enquête sur plus de 1000 répondants. Quand on creuse ce point-là sur ce que peut apporter l'expérience collaborateur à la fonction RH, on a deux grandes réponses qui émergent, en tout cas qui sont mises en exergue et loin devant les autres. Qu'est-ce que permet l'expérience collaborateur? C'est de se recentrer sur son sujet premier, le collaborateur. Alors ça peut paraître une évidence, parce que rien que dans le mot expérience collaborateur, il y a la notion de collaborateur. Mais ça montre aussi le besoin qu'a la fonction RH de retrouver peut-être une connexion avec son sujet premier, sujet dans les deux sens du terme, qu'est l'homme, l'individu, la personne, le collaborateur. C'est la première des réponses des professionnels RH, qui est de dire c'est à 39% ce que permet l'expérience collaborateur. La deuxième réponse, c'est de renforcer son rôle stratégique. Dit autrement, l'expérience collaborateur permet de renforcer la fonction RH sur deux axes, sa dimension humaine et sa dimension stratégique. Les points de contact, Élodie nous dit, les points de contact des collaborateurs s'étendent à tous les services de l'entreprise. Dommage que ce soit vu comme une responsabilité d'une seule fonction. Alors, vous avez raison, Élodie, de faire cette remarque-là. Le système d'information concerne tous les acteurs, et pourtant, elle est de la responsabilité de la DSI. La fonction comptable, les résultats, les chiffres, la finance concernent aussi tous les collaborateurs. Ceux qui reçoivent un bulletin de paie, ils sont tous centre de coût, centre de profit. Et pourtant, c'est à la fonction financière, à la DAF, de porter la responsabilité. Donc, bien évidemment que sur toutes les fonctions support et les fonctions transverses, elles concernent d'une certaine manière tout le monde. Et ce n'est pas pour autant que c'est à tout le monde que d'en porter la responsabilité. Moi, mon point de vue, c'est qu'effectivement, l'expérience collaborateur est du ressort de la DRH. Mais à la rigueur, mon point de vue, on s'en fiche. Qu'est-ce que pensent les DRH eux-mêmes? C'est que l'expérience collaborateur est stratégique. C'est une tendance de fond qui va durer sur le long terme, qui engage, on l'a vu, la performance de l'entreprise, et que c'est à eux de porter la responsabilité du sujet. Porter la responsabilité du sujet, ça ne veut pas dire que les autres acteurs importants de l'entreprise n'ont pas une contribution forte. Il ne s'agit pas de siloter et de considérer l'expérience collaborateur comme étant la prérogative de la tour, comme une espèce de tour d'ivoire de la fonction RH. Donc, et c'est peut-être ça une des difficultés qu'on va voir juste après, que l'expérience collaborateur est beaucoup plus diffuse, infuse toute l'organisation et l'ensemble des acteurs, mais il faut bien quelqu'un qui emporte le leadership pour l'animer, pour le penser, pour le concevoir, pour le mettre en œuvre.
je reviens sur ce point, c'est un sujet RH qui permet d'améliorer, de contribuer à la dimension humaine et stratégique de la fonction RH. C'est ce que nous donnent en tout cas les deux principaux résultats en termes d'apport de l'expérience collaborateur pour la fonction RH. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail des pratiques RH et des salariés qui sont concernés, juste après on verra les pratiques RH, mais là sur les salariés qui sont concernés. Alors là, il y a un élément très important à mon avis de réponse, très intéressant, qui peut-être va vous faire réagir. Dans une entreprise, y a-t-il une catégorie de salariés pour lesquels vous souhaitez améliorer de façon prioritaire l'expérience collaborateur? La principale réponse, presque l'unique réponse, j'ai envie de dire si je force le trait, tous les salariés sans distinction, 69%. La deuxième réponse, elle vient à 46% en dessous, hein, c'est les managers, 23%, puis les candidats recrutés, 16%, les jeunes générations, 14%. Autrement dit, l'expérience collaborateur est vue par les professionnels RH comme une expérience qui adresse tout le monde de façon identique. J'ai envie de dire de façon égalitaire, sans distinction. Or, dans le cadre de l'expérience client, d'où vient l'expérience collaborateur, par symétrie des attentions, je ne l'ai pas évoqué, j'aurais pu développer ce point, mais on n'adresse pas le client, tout le marché client, tout le marché prospect de façon homogène. L'expérience, qu'elle soit collaborateur et client, est une notion individuelle. Il s'agit d'être dans une démarche marketing, de consolider les besoins et les attentes d'une population qui a justement des besoins et des attentes, des frustrations homogènes, identiques, pour pouvoir les servir, les délivrer une expérience qui leur est propre. Répondre tous les salariés sans distinction et à l'opposé de la philosophie ou même de ce qu'il y a de façon intrinsèque à la démarche, qui est une démarche marketing. Ça traduit le chemin qui reste à parcourir en termes de culture et de compétences marketing sur le sujet. Et aussi la culture et l'histoire de la fonction RH. On a demandé d'être régulateur, d'être un peu le gardien du temple des règles et des valeurs, et de préserver une forme d'égalité, d'équité interne. Et donc d'adresser le corps social de façon la plus juste possible, dans son intégralité. On accompagne tout le monde de la même façon. Or, la fonction RH, c'est la fonction probablement qui segmente le plus de l'entreprise. Les jeunes, les seniors, d'ailleurs il y a les seniors, les plus seniors, les moins seniors, les hauts potentiels, les moindres potentiels, les hommes, les femmes, les salariés en situation de handicap, les autres, ceux qui viennent d'intégrer, ceux qui vont partir. C'est celle qui segmente le plus, pas pour des raisons qui sont propres aux attentes des collaborateurs et de son marché client, je mets des guillemets avec client, mais j'utilise des termes marketing, pas pour cette raison-là, pour des raisons de fonction technique juridique, c'est-à-dire pour ses besoins propres. C'est comme si un prestataire, un service que vous alliez acheter, vous imposait son propre parcours parce que ça l'arrange dans son efficacité. D'ailleurs, quand c'est le cas, moi, personnellement, ça m'est particulièrement désagréable. C'est-à-dire que ce n'est pas un parcours client, c'est un parcours fournisseur. Et c'est un peu la nature de la réponse qui est là. Elle est intéressante en cela, ça montre que oui, c'est un sujet stratégique, mais qui n'est pas forcément dans les contours, mérite d'être précisé. Alors le deuxième élément de réponse est aussi, à mon avis, intéressant. Il ne faut pas l'occulter, c'est bien sûr les managers. Les managers sont de fait les gestionnaires RH de l'entreprise. La fonction RH est une fonction transitive, indirecte par nature. Ceux qui managent les RH, ce sont les managers, c'est eux qui communiquent, qui sanctionnent, qui forment, qui évaluent, etc. Et donc c'est par eux que doit passer l'expérience collaborateur. D'ailleurs, l'expérience collaborateur, on parle de symétrie des attentions avec l'expérience client. À vrai dire, on devrait parler de cascade de symétrie des attentions. Si on veut que le client ait une bonne expérience, on se doit que le collaborateur ait une bonne expérience, c'est-à-dire qu'on se comporte vis-à-vis de lui comme on attend qu'il se comporte vis-à-vis du client, de façon personnalisée, réactive, avec de la proximité, de l'écoute, de l'expertise, enfin bref, ça c'est propre à chaque entreprise. Et donc, il faut qu'on se comporte à son intention de la même manière, je reviens là-dessus, qu'on attend qu'il se comporte vis-à-vis du client.
Mais en interne, qui porte ce comportement, ce sont les managers. Donc, il faut qu'on se comporte vis-à-vis des managers, ou s'ils sont en droit d'attendre qu'on se comporte à leur attention, comme on attend qu'ils se comportent vis-à-vis des collaborateurs qui eux-mêmes doivent se comporter d'une certaine manière vis-à-vis des salariés. Et ça, c'est qui? C'est l'équipe de direction et l'ensemble des fonctions support, dont la fonction RH. En toute logique, si on voulait réussir un projet d'expérience collaborateur, il faudrait d'abord commencer probablement par l'équipe RH, c'est-à-dire faire en sorte que l'équipe RH soit acculturée à la thématique en commençant par elle-même, c'est-à-dire qu'elle ait une bonne expérience. C'est l'expérience collaborateur de l'équipe RH, c'est probablement par là qu'il faudra commencer pour qu'en cascade et presque par le haut, ça puisse se décliner. Après, on retrouve les candidats, c'est un process qui est souvent bien dissocié, dont on parle assez souvent parce qu'on est dans une pratique d'attractivité ou de recrutement et de tension sur le marché du travail. Les jeunes générations, je ne sais pas, peut-être pourquoi prioriser les jeunes générations plutôt que les seniors. Je rappelle que les seniors étaient notés et on dit qu'ils sont plutôt moins de 5%, j'ai plus le chiffre en tête, mais ils étaient bien notés, donc on privilégie les juniors, ou les jeunes générations, pardon, plutôt que les autres. On privilégie peut-être l'avenir à une forme d'expérience. Je ne sais pas, je n'ai pas l'explication pour cette réponse. En tout cas, ça traduit des contours qui demandent à être précisés. Sur la question de l'expérience collaborateur, sur la question suivante, c'était dans votre entreprise, parmi ces 10 activités RH, quelles sont les 3 activités prioritairement concernées par le sujet expérience collaborateur? Le premier des pratiques, c'est l'intégration. C'est très intéressant. La deuxième, le management. Donc là, on retrouve le corollaire à l'importance du management dans l'expression de l'expérience collaborateur. Et puis le recrutement, là aussi, parce que c'est dissocié. Puis un certain nombre d'activités de talent management, carrière et mobilité, formation, communication interne, même évaluation et performance. Vous voyez que tout ça forme un ensemble relativement homogène de talent management, même si on descend une marche un petit peu à chaque fois. Donc d'abord, l'intégration, qui monte en flèche, hein, on peut le constater chez nos clients, dans les différents sujets qui montent, c'est l'intégration, peut-être comme, j'allais dire le deux-gorgien, non, la pierre angulaire du succès de l'expérience collaborateur et un peu de la marque employeur également, entre l'activité de recrutement et les process de management, de carrière, de mobilité, de formation, il y a cette notion d'intégration où beaucoup de choses se passent durant cette période-là qui va nous garantir la pérennité de la collaboration ou pas. Je n'ai pas d'autres explications à vous fournir sur la présence de l'intégration comme la première pratique RH à développer. Au moins, elle est identifiée. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les partager dans le chat. Pourquoi l'intégration est la première pratique RH devant les autres, hein, pourquoi elle est en premier. On voit que toutes les activités, on va dire, plus techniciennes, plus administratives, qu'on peut challenger sur leur formulation, hein, mais droit social et relations sociales, on ne parle pas de dialogue social, etc. Mais on s'adresse à des professionnels RH, hein, donc on espère bien qu'il y ait aussi une distinction entre rémunération et paie. Mais ils sont très très faibles, c'est ça qu'on constate. Et pourtant, quand ils sont mal réalisés, ils nuisent fortement à l'expérience collaborateur. Bon, là, c'était la contribution, hein, mais donc moi, je suis surpris de cette faiblesse-là, même si on peut l'expliquer sur la moindre contribution à une expérience positive. Quand c'est mal réalisé, oui, il y a une forte contribution à une expérience négative. Hein. Ce sont des critères veto, ça permet pas, on ne peut pas améliorer l'expérience collaborateur avec une paye remise à l'heure ou une paye plus juste au juste. Soit elle est juste, et c'est très bien, c'est ce qu'on attend, soit elle est fausse, et dans ces cas-là, c'est générateur de moins-value. Pour fidéliser et éviter, oui, les ruptures de période d'essai, tout à fait, il faut réussir l'intégration, mais si on réussissait bien, je me permets, Anita, si on réussissait bien le recrutement, normalement, il n'y aurait pas de problématique, ou pas trop de problématiques, il n'y aurait pas la nécessité de favoriser l'intégration. C'est-à-dire que si on s'assurait de l'adéquation en termes de compétences, adéquation culturelle, etc., s'il y avait un continuum de promesses entre le recrutement et le management, pourquoi l'intégration est-elle à ce point de bon? Bon, vous allez me dire, mais elle est quand même 12 points devant le recrutement, hein, donc 16 points devant le recrutement, c'est important. Alors, sur
Donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein, je reviens là-dessus, c'est très bien qu'il y ait ce petit slide qui nous rappelle que le but c'est de pouvoir échanger. Il nous reste 10 bonnes minutes. Et donc je reviens sur, c'est une tendance, l'expérience collaborateur, une tendance connue, une tendance de fond, qui est stratégique, qui concourt au repositionnement ou au positionnement humain et stratégique de la fonction RH, qui doit être portée par la DRH, mais qui traduit des contours parfois assez flous, notamment sur la dynamique marketing qu'elle suppose. Anita nous dit le recrutement est un temps où le candidat se base sur la marque employeur, l'intégration sur les réalités de l'entreprise. Alors, Anita, la marque employeur n'est pas que la marque recruteur, s'il vous plaît, ne tombons pas dans le fait uniquement la marque employeur, c'est bien en tant qu'employeur, pas en tant uniquement de recruteur. Il ne s'agit pas uniquement d'attirer le collaborateur. La marque employeur, ce qu'elle fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur. C'est le bifidice actif de la RH. Et donc, ne considérons pas la marque employeur uniquement comme un levier d'attractivité, mais plutôt comme un levier de fidélisation et d'engagement qui, par les porosités de l'entreprise, fait en sorte que les salariés se sentent attirés par cette dernière. Bien sûr qu'il se base sur la marque employeur, mais ce qu'on lui a vendu en amont doit se trouver, bien sûr, délivré en aval, en interne. La marque employeur, ce que je veux dire par là, c'est, on dit que l'intégration, c'est les réalités, et la marque employeur, c'est aussi une réalité. Me semble-t-il, hein. L'intégration, car il est parfois plus facile de se concentrer sur les nouveaux arrivants que de remettre à plat l'existant dans les entreprises. Je pense que vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est une manière peut-être de traiter le sujet sans le traiter dans sa globalité. C'est peut-être beaucoup plus pragmatique, opérationnel et efficace que de prendre le process d'intégration. Mais le process d'intégration, quand il est bien adressé, l'onboarding, est extrêmement complexe. Donc si l'intégration, c'est juste une checklist d'accueil et faire en sorte que le manager soit là pour que le collaborateur ait aussi son ordinateur et son badge, on ne parle pas de l'intégration. Si l'intégration, c'est finalement de dire d'où vient l'entreprise, où elle va, quelle est la marque employeur, par qui elle est supportée en termes de management, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelles sont les pratiques RH, finalement, ça irrigue l'ensemble des thématiques RH. Et donc là, c'est beaucoup plus complexe parce que ça nécessite de projeter le collaborateur dans la réalité, dans le futur, dans le projet d'entreprise. Pourquoi ces valeurs-là? Quel est notre projet? Quel va être son rôle dans le projet? Quelle est son utilité? Une vraie démarche d'intégration est d'abord une problématique culturelle. C'est-à-dire, imaginez que vous ayez le process d'intégration le meilleur qui soit, même avec un outil extrêmement solide, et qu'il n'y ait aucune culture d'intégration et d'accueil au sein de votre entreprise, le collaborateur qui va arriver ne va pas forcément être des mieux intégrés. À l'inverse, si vous n'avez pas de process, pas d'outils, pas de checklist, mais en revanche qu'il y ait une vraie culture d'intégration et d'accueil, il se peut que ça soit plus accueillant, plus intégré. Donc cette démarche d'intégration, elle est vraiment, quand on l'aborde dans tous ces paramètres, dans toutes ces facettes, elle est particulièrement complexe et peut-être moins circonscrite et moins facile à mettre en œuvre que ce qu'on peut imaginer. Christelle nous pose comment, en marketing, faudrait-il un plan d'action différent pour chaque catégorie de salariés? Mais en marketing, me semble-t-il, il y a bien un plan d'action différent pour chaque catégorie de clients. Donc je ne dis pas qu'il y a des catégories de salariés comme ça que j'intuite naturellement, mais en marketing, on n'adresse pas tous les clients de la même façon, ou alors tous les clients qu'on adresse ont les mêmes attentes, ont les mêmes besoins, que ce soit en B2B ou en B2C. Le marketing, c'est d'abord de segmenter son marché. Quand on parle d'expérience collaborateur, je ne pense pas qu'un candidat ait les mêmes attentes qu'un salarié. Un salarié qui est dans l'entreprise depuis 20 ans n'a pas les mêmes attentes qu'un salarié qui est là depuis 2 jours. Quelqu'un du siège n'a pas forcément les mêmes attentes que quelqu'un qui est en région. Un cadre d'un non-cadre. Et peut-être qu'un cadre et un non-cadre ont les mêmes attentes et que ce qui les rejoint dans les attentes et donc dans la manière d'adresser leur expérience est autre chose que leur aspect statutaire, technicien, juridico-RH, juridico-comptable.
La démarche marketing, c'est bien de partir des insights, des besoins, des attentes, des frustrations de son marché cible pour constituer des populations et des segments homogènes et les adresser avec un service adapté, que ce soit un service, là, il faut l'entendre en termes RH assez large, parce que comme on l'a évoqué, ça passe aussi par le management. Donc c'est un service aussi indirect, ce n'est pas qu'un service RH direct. Et après, tout ça doit être mesuré et évalué. Donc oui, en marketing, le marketing s'appuie sur une série statistique assez large, donc pas des ensembles individuels, hein, mais bien sur des ensembles plus homogènes. L'intégration, oui, alors je continue et je continuerai à prendre bien sûr toutes vos questions. Et encore une fois, je ne prétends pas du tout avoir la science infuse et la vérité sur le sujet, donc je vous donne les résultats à ça qui sont très factuels, très objectifs de notre enquête sur plus de 1000 répondants. Et après, je vous donne juste moi mon propos et mon avis sur la base de ce que on peut constater au sein de l'agence auprès de nos clients et auprès du marché. Je rappelle que c'est stratégique, c'est au DRH de le porter. Et tout à l'heure, il y avait une question d'introduction entre la théorie et la pratique. Et bien là, voilà. Les DRH pensent, je vais schématiser, 75% que c'est stratégique, que c'est important, que ça concourt à la performance de l'entreprise, à leur positionnement humain et stratégique. Et à l'inverse, ils sont 75% à ne pas l'avoir mise en pratique, et ne pas l'avoir déployé. 73 pour être précis, 27% l'ont déployé. Comme l'année prochaine, c'est un baromètre, on verra comment ce 8% qui est prévu dans un déploiement 2018 va basculer peut-être dans le 27%. Mais il y a un écart très important entre le discours et le passage aux actes. Alors, quand on remplit une enquête sur l'expérience collaborateur et qu'on vient de dire que c'est stratégique, c'est difficile de ne pas dire que finalement on a peu mis de choses en pratique, mais il nous semble qu'un des résultats fondamentaux de cette étude, c'est de dire que c'est vraiment un sujet d'actualité, une tendance de fond, mais qu'on arrive à une forme de point d'émergence de cette pratique ou de cette problématique, de cet enjeu, puisqu'il il crée une forme de tension et d'aspiration, d'un questionnement, d'un besoin, mais il y a un décalage, il y a une forme de fracture entre ce que je dis et ce que je souhaite et ce qui est effectivement mis en œuvre. Alors, check. Avez-vous des retours côté fonction publique sur cette problématique? C'est une bonne question. Alors, je n'ai pas de retour d'expérience particulière sur la fonction publique. Il faudrait qu'on regarde dans les statistiques des répondants, savoir si... alors, si on n'a pas fait la part privée-publique, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'écart ou que statistiquement l'échantillon est trop faible pour qu'on puisse le faire. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Comment expliquez-vous cette distorsion entre la vision stratégique et la faible mise en œuvre de l'expérience, moyen, volonté, ça vient de moyen, volonté superficielle pour embellir la marque employeur? Alors, il y a deux choses, je dirais presque dans votre question, il y en a deux. Sur le premier point, comment on peut l'expliquer? On est dans une démarche marketing, et la démarche marketing n'a jamais fait bon ménage, en tout cas jusqu'à présent, avec la démarche RH. Le marketing est souvent considéré, ou était souvent considéré par la fonction RH comme du cosmétique, des paillettes, et voire de la manipulation. On dit, ça c'est du marketing. Et d'ailleurs, les marketeurs, parfois, le rendent bien à la fonction RH, ça c'est de la fonction RH. Ça c'est le premier élément. Je dirais que culturellement, la démarche marketing, qui est de partir des besoins clients pour pouvoir produire un service, est un peu à l'opposé de la démarche RH. La démarche RH, le top-down, vient du juridique et de la direction, et non pas d'un marché qu'il convient d'adresser. Après, la philosophie de la démarche RH a toujours été, comme je le disais tout à l'heure, d'être dans une démarche on adresse le corps social de façon égalitaire, et non de façon segmentée. Ça pourrait être même mal perçu. Et pourtant, encore une fois, la fonction RH segmente en permanence et délivre des prestations parfois différentes. La mesure aussi de la perception est très étrangère à la fonction RH. Je m'explique.
La fonction RH délivre, selon moi, vraiment des prestations de qualité. C'est-à-dire que factuellement, ce qui est délivré est de qualité. Mais ce qui est important, ce n'est pas la qualité délivrée, c'est la perception de qualité des clients internes, les collaborateurs, les managers, l'équipe de direction, les partenaires sociaux, les candidats, les écoles, le marché plus généralement. Quelle est la perception qu'ont les clients de ce qui est délivré par la fonction RH? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est votre sentiment d'insécurité ou l'insécurité factuelle prise dans les chiffres? C'est une métaphore, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Je vais prendre un autre exemple. Quand vous faites une ascension en montagne, qu'est-ce qui est important? C'est la perception de froid que vous avez, vous êtes congelé, ou la température factuelle prise au thermomètre. La perception est une réalité. Elle n'est pas factuelle, c'est une perception. La mesure de la perception des salariés est quasiment inexistante. Je ne vous parle pas des baromètres sociaux pris une fois par an où on va mesurer l'engagement de façon générale. Et ce qui est important, c'est de réagir par rapport à cette perception. Donc, pour répondre à votre question, votre première remarque tout à l'heure, Élodie, c'est comment expliquez-vous cette distorsion? Parce qu'on n'a jamais demandé ça à la fonction RH et tout d'un coup, on lui demande ça dans un temps très court. Pourquoi? Parce que le mécanisme de transformation s'est accéléré et qu'il faut faire maintenant tout vite et tout le temps et très vite. Enfin, voilà. Il y a une accélération du temps. Une accélération des transformations. Et bien sûr, les transformations que nous vivons ne sont pas des transformations technologiques, sont des transformations relationnelles, managériales, communicationnelles, qui adressent directement la dimension humaine de nos organisations. C'est à la fonction RH de le porter et donc de s'imprégner des besoins des collaborateurs. J'ai pas vu l'heure, j'ai explosé le timing. Alors, la deuxième question sur la marque employeur, je vais faire très rapide. La marque employeur, c'est la destination, c'est la promesse, c'est la cible. L'expérience collaborateur, c'est le chemin, c'est le vécu, c'est la perception, c'est la manière dont on adresse la cible. L'expérience collaborateur ne doit pas être la même si vous avez telle ou telle marque employeur, si vous n'avez pas la même destination. Donc c'est important d'essayer de dissocier ces deux notions. Je me suis laissé emballer par mon propre propos. Donc je vais juste, sur les slides, est-ce que vous mesurez la perception des collaborateurs? Oui, à 53%, donc on va dire la majorité, c'est super. Et comment? Alors là, il y a une distorsion très forte, des différences très fortes par segment de marché. On voit que de 11 à 5000 salariés, il y a de grands écarts de pratiques. Les enquêtes, ça reste la manière, ça reste des enquêtes annuelles de climat social. Donc on mesure le climat social et pas l'expérience collaborateur via un certain nombre de techniques marketing. La dernière question me semble assez intéressante, évidemment, c'est par quel type de partenaire vous vous faites accompagner. Est-ce que c'est un cabinet de conseil en RH, un coach, un freelance, un organisme de formation, une agence de communication RH? Les mots ont leur sens, hein, ou une agence de conseil en marketing RH. On retombe sur cette problématique de maturité en marketing RH. Oui, nous sommes jugés partis, parce qu'ici, c'est notre activité, ce qui explique pourquoi on fait une enquête sur ce sujet-là aussi. Ça concerne directement notre champ d'expertise. On n'est pas dans de la communication, on n'est pas dans du conseil RH, même si toutes ces activités sont fort louables et importantes. On n'est pas non plus dans du coaching ni dans un organisme de formation. On est bien dans une approche de marketing RH. Donc il y a encore du chemin à faire pour que la fonction RH s'accapare toutes les techniques, les réflexes dans le domaine tant d'ailleurs de la marque employeur que de l'expérience collaborateur. Alors, peut-être que vous avez une question pour clore ce webinaire. Vous pouvez bien sûr télécharger l'enquête sur notre blog, sur notre site, ou ici sur la présentation que vous pouvez télécharger, que je vous invite à évaluer ce webinaire, à le noter, à le commenter pour qu'on puisse s'ajuster dans tous les webinaires qu'on vous propose chaque mois. Est-ce qu'il y a une question, une dernière question que je pourrais prendre sur cette thématique de l'expérience collaborateur? Younes. N'hésitez pas. Merci Younes pour cette question. Alors, comment est l'expérience collaborateur au sein de l'agence Parents RH? C'est une excellente question.
Je suis bien mal placé pour pouvoir y répondre. Comment y répondre d'ailleurs de façon... je vais vous répondre, je vais vous donner les 3 grands principes d'action. On ne parle pas de valeur au sein de Parlons RH, on a 3 grands principes d'action. Le premier, c'est le service. On a chevillé au corps et on essaye de remettre au goût du jour cette notion de service. Et le service au client, le service au marché, il passe aussi par un service interne. Et je trouve qu'au sein de l'agence, on est particulièrement fort et c'est vraiment appréciable, c'est agréable d'avoir un service interne, une forme de solidarité de compétences, une fluidité dans les échanges, du partage, voilà, de l'échange. Ça, c'est le premier principe, le service. Le deuxième, c'est la responsabilité, l'autonomie, de confiance. C'est un triptyque. On fait confiance a priori. On n'attend pas d'avoir les preuves pour délivrer la confiance. Responsabilité, vous êtes responsable d'un périmètre, chacun a un périmètre différent. J'ai un périmètre, je suis autonome sur mon périmètre, moi, Thomas Chardin, et si je ne suis pas en responsabilité, si je fais mal, l'équipe me tape sur la tête et elle a raison. Et pour chaque collaborateur de l'agence, c'est pareil. Responsabilité, autonomie, confiance. Et le troisième principe, c'est le plaisir. Le plaisir simple, le plaisir, la satisfaction de faire un petit truc très personnel, très individuel, bien. Et d'avoir plaisir de l'avoir fait. On n'est pas sur les grandes satisfactions des grands deals, etc. Ce plaisir-là, il ne se décrète pas. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire sur cet axe-là, sur les 2 autres précédents. Alors, sur le service, je me trouve, et là, c'est très prétentieux, très bon. Sur la partie autonomie, responsabilité, confiance, on peut progresser toujours, on est sur un chemin. Sur le plaisir, on a beaucoup de chemin. Donc, vous voyez, sur l'expérience collaborateur, même si on a le plaisir qui est un des éléments forts de notre axe, on a évidemment beaucoup de chemin à parcourir. Mais je pense que toute l'équipe de direction et tous les associés et moi-même sont concentrés sur la mesure de la perception de mes collaborateurs. Et parfois, ce n'est pas parce qu'on mesure une perception un peu dégradée qu'on a la réponse. Donc, ce n'est pas facile tous les jours, je peux vous le garantir. Ce qui est important, c'est d'avoir la volonté de le faire. On parle souvent de symétrie des attentions. Ça commence par l'intention. Voilà. Et donc, au sein de Parlons RH, on a la volonté, en tout cas, de faire en sorte d'avoir une bonne expérience collaborateur qui va évidemment de pair avec l'expérience client, mais d'une expérience plus générale. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. En tout cas, moi, je vous dis merci à tous pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous sur le prochain webinaire de Parlons RH, qui sera donc le 23e. Suivez-nous, parce que je n'ai pas la date en tête, ni le thème, mais suivez-nous et on ne manquera pas et de toute façon, on ne manquera pas de vous tenir informés sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.